Bien, donc nous revoici en ligne. On va à présent écouter la quatrième intervention de cet après-midi du lieutenant-colonel Patrick Villemain, donc intitulée Résilience et territoire, se préparer à la crise de demain. Je vous passe tout de suite la parole, lieutenant-colonel. Eh bien, merci beaucoup. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Merci pour déjà m'autoriser à participer à cette euh, conférence eu égard au niveau et à la qualité des intervenants. J'espère être aussi à leur niveau. Bon, pour vous situer un petit peu, je suis officier de sapeur-pompier sur un département. Je m'occupe de l'analyse des risques, c'est-à-dire tout ce qui est prévention et prévision. Mais parallèlement à mon activité professionnelle, bon, je fais des formations à l'université sur la sécurité civile, sur la gestion de crise et la communication gestion de crise. Et donc, dans un autre cadre, dans le cadre de l'IHEDN, l'Institut des hautes études de défense nationale, nous travaillons à l'heure actuelle sur la résilience et c'est ce qui m'a amené à connaître Madame Laura Azi-Natiran et d'échanger avec elle lors d'une conférence. Et c'est la raison pour laquelle elle m'a invité et je remercie bien entendu toute la chaire pour la qualité des travaux notamment et pour les échanges que nous avons eus. Donc pourquoi ce titre, se préparer à la crise de demain? C'est parce que je pense que nous devons être tout le temps sur l'anticipation. Lorsque nous sommes en temps normal, nous devons nous préparer à la crise. Et pendant la crise, nous devons préparer aussi l'après-crise. La résilience, un peu, c'est la conséquence un petit peu de tout cela. Je suis assez sur l'approche sociologique, notamment de Boris Cyrulnik, qui définit ça très très bien et qui permet de voir un peu comment on peut s'articuler au niveau de tous ces éléments-là. Et je vous ai mis donc en forme de présentation le, le pont avec le Zouave au pont de l'Alma à Paris, parce que c'est une référence sur les causes centenales dans le cadre de l'inondation. Il faut savoir que bon, pour les sapeurs-pompiers, nous avons, et ça je voulais le dire aussi en préalable, des compétences exclusives uniquement sur la partie incendie et prévention incendie. Toutes nos autres compétences sont des compétences partagées avec l'ensemble de nos collègues, que ce soit de la fonction publique d'État, de la fonction publique territoriale ou des autres organismes qui sont amenés à travailler avec nous. Donc, slide suivant, s'il vous plaît. Slide suivant. Voilà. Et donc la raison, là je vous ai montré un peu une photo d'un territoire. Le territoire, pourquoi le territoire sur le base et le fondement de tout? C'est parce qu'en réalité tout se trouve sur le territoire. C'est-à-dire que globalement, tout est dans un espace géographique souvent délimité. Et c'est la raison pour laquelle on intervient sur l'aspect de la vie, sur l'aspect humain, sur les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives, qui sont présentes. Globalement, dans notre métier, on considère que c'est la densité de population qui nous amène à faire des opérations de secours. C'est-à-dire que si on fait attention un peu à nos statistiques, on s'aperçoit que notre activité est liée à l'activité humaine. Donc vous allez avoir de l'activité sur les zones économiques en journée et plutôt dans les zones d'habitation de nuit. Et on en a pour conséquence que, par exemple, dans la période du Covid, nous avons une activité opérationnelle qui a baissé de 20%, tout simplement du fait de la non-activité humaine, que ce soit les accidents de circulation ou les accidents industriels divers. Il faut savoir aussi que dans ce cadre-là de territoire, nous avons l'ensemble des individus. Hein. Les individus vont subir la crise, et c'est la raison pour laquelle ça ne peut pas être sorti du territoire et donc de l'espace géographique. La résilience, là, à ce niveau-là, va être la résultante de ce contexte subi. Et donc, on peut voir qu'en fonction en plus des pays des approches diverses, en fonction des territoires, l'approche humaine sera complètement différente. On peut parler du Japon, du Bénin, de la France, de l'Algérie. Je citerai tout à l'heure un exemple, notamment l'Algérie, où on s'aperçoit que la réaction de la population par rapport à la crise est différente de ce que nous pourrions connaître, notamment dans les milieux occidentaux.
Les sapeurs-pompiers, eux, sont tributaires de cette activité et donc nous interagissons avec l'ensemble des personnes. Et donc, avant de parler de résilience, il m'a semblé pertinent, slide suivant, donc de parler de la crise et de la gestion de crise. Je vous citerai deux exemples là-dessus pour illustrer mon propos, parce que en fin de compte, on n'agit jamais seul. En complément de ce qu'a dit Monsieur Olivier Grimaud tout à l'heure, moi je vais vous parler du commandant des opérations de secours. Il y a le directeur des opérations de secours qui dirige l'ensemble du système, qui peut être d'un certain niveau, en général, soit le maire, soit le préfet, lorsqu'il y a une crise en fonction du périmètre, ça peut être après le préfet de zone en fonction du volume de l'opération. Et il y a les différents services. Pour tout faire, et en général, quand on a un aspect humain, nous avons un binôme sur le commandant des opérations de secours et le directeur des services de secours médicaux. Lorsqu'il n'y a pas d'activité, notamment de secours à personne, nous nous retrouvons principalement avec un commandant des opérations de secours qui est la plupart du temps un sapeur-pompier, mais qui peut être une autre personne en fonction du risque. Je prends par exemple un risque attentat, le commandant des opérations de secours ne sera pas un sapeur-pompier. Hein. Nous sommes dans le cadre de la sécurité civile, nous représentons 90% de l'activité, mais nous ne sommes pas uniques. On parle souvent des sapeurs-pompiers parce qu'on nous voit sur le terrain. Néanmoins, on n'est pas les seuls acteurs et on n'a pas le leadership là-dessus. Le leadership, on l'a quand on va être en commandant des opérations de secours, des opérations multiples et complexes. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous citer deux exemples pour illustrer mon propos. Un exemple d'intervention complexe qui pourra illustrer mon propos de terrain, et après un autre retour d'expérience où on va voir l'expérience un peu construite au sein d'un PC interservice. La première, ça correspond à un accident que j'ai vécu, que j'ai piloté en tant que commandant des opérations de secours sur l'autoroute A6 il y a quelques années. Donc, c'était à Tournus en Saône-et-Loire entre Mâcon et Chalon-sur-Saône. C'était dans le sens plutôt du sud de la France. On était un vendredi 13 juillet, à la veille d'un très très long week-end. Il faisait très très chaud et on avait une particularité, c'est que nous avions le Tour de France qui passait aussi. Donc, lorsqu'il y a eu une opération qui n'était pas très importante, mais qui a bloqué toute l'autoroute, pour vous dire, de Nemours à Chalon-sur-Saône, pour une intervention quand même relativement grave, il a fallu déjà avoir à gérer, premièrement, un aspect politique, deuxièmement, un aspect médiatique et troisièmement, un aspect humain. Le premier, c'était l'aspect politique, parce que nous étions au lendemain d'une annonce du ministre de l'Intérieur qui demandait à tous ses préfets, par autorité, d'arrêter les accidents de la circulation. Donc vous imaginez un peu ce qui se passe quand un préfet reçoit cette directive et le lendemain a un accident avec de nombreux décédés et malheureusement brûlés sur une opération. Les côtés médiatiques, les hélicoptères de Tour de France qui se déplacent tous et qui arrivent tous sur l'opération pour filmer en direct les bouchons, l'accident et l'ensemble de l'épreuve. Donc nous avions un préfet qui était assez dithyrambique et qui dépassait son cadre parce que justement la pression était tellement forte et les inquiétudes étaient tellement fortes qu'il ne maîtrisait pas et il n'a pas hésité sa situation. Et arrivé sur les lieux, il a fallu prendre en compte cet élément-là. Donc les éléments de stress des dirigeants, des décideurs, le préfet c'est comme le directeur des opérations de secours, d'une part les enjeux de chaque service qui voulait intervenir mais sur lequel il fallait coordonner, et aussi un autre aspect humain qui était l'aspect des personnels, parce que nous avions des jeunes notamment qu'il fallait prendre en compte pour l'aspect psychologique d'une situation qui n'était pas toujours montrable et qui pouvait avoir un impact psychologique sur les gens. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu
d'une part, travailler sur l'écoute, sur le partage et sur la construction des enjeux. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à ce moment-là, je dirais il a fallu construire en temps réel la notion de leadership sur zone pour pouvoir, je dirais, apaiser les tensions, prendre en compte l'ensemble des directives de chaque service, que ce soit la gendarmerie, les services de l'autoroute et les autres services de la préfecture, etc., pour que ça se mette en place, ça se coordonne et on monte en puissance les uns avec les autres, en complémentarité et non pas en opposition, ce qui pouvait bloquer tout un système, sachant que les enjeux étaient majeurs. Et donc dans ce cas-là, mon rôle a été pas un rôle très important en termes de mon activité opérationnelle, mon activité de sapeur-pompier, mais par contre, mon rôle a été principalement de savoir mesurer où étaient les points d'écueil, où étaient les enjeux pour les autres services et je dirais me transformer non pas en sapeur-pompier mais en chef d'orchestre pour coordonner cela, faire apaiser les tensions du préfet, faire attention à certains éléments bien particuliers qui pouvaient bloquer ou qui pouvaient apporter des contraintes. Ne serait-ce que, par exemple, au niveau d'une gendarmerie, l'enquête judiciaire qui pouvait prendre le pas sur le secours à personne. Et savoir comment on coordonnait tout cela, savoir comment on isolait une zone vis-à-vis d'un public qui était en flux continu de circulation, mais qui voulait voir, parce qu'il y a un certain voyeurisme, et surtout comment gérer toute la pression médiatique que nous avions sur les épaules, parce que nous étions filmés en temps réel et nous étions sur de la presse nationale et non pas de la presse locale, ce qui est complètement différent en termes d'approche et en termes de pression. Notre préfet, lui, ayant délégué une partie de ses missions parce qu'il avait d'autres enjeux ailleurs et donc nous devions prendre en compte tout cela. Le deuxième exemple que je pourrais vous donner, qui est plutôt une expérience construite, c'est sur un bateau qui s'est échoué le long de la côte là, sur le Morbihan, qui s'appelait le TK Bremen, il y a quelques années, et qui, en s'échouant, était en interface en réalité entre deux autorités, le préfet terrestre et le préfet maritime. Et donc, nous avions à gérer bon, la partie technique dont je vais vous parler, mais aussi la notion d'enjeu entre deux préfets qui pouvait impacter sur un aspect décisionnel. Je ne vais pas pouvoir vous parler de cette partie-là parce que chacun a répondu et ce sont des compétences à un autre niveau qui ont été prises. Néanmoins, il a fallu que sur le terrain, on se coordonne pour bien organiser l'affaire. Alors, pourquoi une expérience construite? C'est parce qu'à l'arrivée, quand je suis arrivé pour mettre en place tout le dispositif le matin, la première des choses que j'ai faites, ce n'est pas de comprendre la technicité en fin de compte de l'opération, mais je me dirais, j'ai commencé par rien faire. Alors, vous allez me dire, c'est original de ne rien faire quand on est sur une opération, et pourtant, j'ai commencé par regarder, écouter et de mesurer les silences, de mesurer les tensions, parce qu'il y avait des blocages entre les services, avec le service d'incendie, mais d'autres services, parce qu'on était en relation terre-mer, parce qu'il y avait les autorités maritimes avec l'autorité du préfet maritime, les autorités terrestres avec le préfet terrestre, et donc des fois il y avait des incompréhensions. Donc il a bien fallu mesurer les enjeux à ce niveau-là, donc les déléguer, je dirais, les enjeux techniques pour être sur des enjeux qui sont autres, qui sont des enjeux tactiques, voire stratégiques, pour être un facilitateur, que ce soit pour le préfet maritime, que ce soit pour le préfet terrestre. L'écoute, moi, m'a permis d'avoir une autre approche humaine pour commencer, je dirais, comme on ne se connaissait pas dans un premier temps, à apprendre à se connaître, savoir se parler, partager nos règles, aider, faciliter, ce sont les mots que j'utiliserai pour cela. Et en fin de compte, là aussi, on a construit ensemble un leadership, mais par rapport aux intérêts, aux enjeux de chacun. Pour vous dire, les gens ne se parlaient pas le matin, le soir, tout le monde échangeait, se communiquait, se donnait les informations, mais surtout était dans l'aide et l'entraîne interservice pour pouvoir réussir l'opération. Et ça, c'est quand même un point majeur. À noter que pour cette opération-là, il a fallu, en parallèle avec nos collègues de la gendarmerie, gérer une population locale
et touristique, parce qu'on était à la veille d'un grand week-end. Et un autre point que nous avions dû à gérer là-dessus, c'était, on était à 1 an des élections présidentielles, donc c'était l'arrivée régulière de ministres avec une cohorte de cadres, officiers divers et variés qui accompagnaient le ministre et qui arrivaient pour être filmés et pour repartir. Sachant que le dernier point, c'était l'approche médiatique sur cet élément-là, où il y avait vraiment un écart entre les directives qui étaient fixées par la hiérarchie de communiquer ou de pas communiquer et la réalité du terrain, où TF1 arrivait à 8h moins le quart pour le direct de 20h et ils n'avaient pas le temps d'attendre un temps indéterminé que on ait les autorisations supérieures qui arrivent. Donc il fallait gérer cela, sachant que les médias cherchaient et l'information technique et l'information du public. Mais l'information qui pouvait souvent être erronée, et c'est comment on gère après tout ça, parce que des fois, vous pouvez avoir aussi des chefs de service qui disent mais quelle information a été donnée, alors que la presse s'est renseignée avec une personne du public qui donnait des informations erronées, et après ça revenait pour demander qu'est-ce que c'était que ces éléments-là. Donc c'était à chaque fois cette interaction, et le dernier point en ce qui concerne cela, c'est que par chance et par construction préalable de réseaux, parce que je pense que les réseaux sont essentiels et l'anticipation sur la connaissance des autres est essentielle, j'ai réussi à débloquer des systèmes parce que j'avais fait notamment l'IHEDN avec des amis des affaires maritimes, et nous nous sommes rencontrés sur opération, donc, ce qui a été très facilitateur de la communication interservice. Et donc tous ces éléments-là, moi j'en ai fait des forces pour éviter justement les deux écueils majeurs que nous avons, qui sont soit les enjeux de pouvoir que l'on rencontre fréquemment, soit en intra-service, soit en interservice, soit les égos, où là, je crois que l'ego étant universel, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, nous pose de sérieux problèmes, quels que soient nos métiers là-dessus. Et je dirais que franchement, rester à sa place, rester simple, écouter, partager, fait qu'on construit en fin de compte cette notion de leadership qui peut être une vraie valeur. Donc tout cela, en général, ça, vous voyez, c'est un complexe et un contexte qui doit être partagé. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsqu'on arrive sur un territoire, slide suivant s'il vous plaît, on voit un peu comment avec la population, il faut le faire nous dans le cadre de la sécurité civile. On agit sur les populations et donc les populations sont en interactivité. On n'est pas contre service. Nous, on est là pour la mise en œuvre technique en fin de compte des éléments. Néanmoins, quand on est sur un contexte de population, et c'est pour ça que je ne prendrai pas un exemple de secours à personne, parce qu'il a été très bien énoncé par mes prédécesseurs, mais plutôt sur des contextes extérieurs comme des inondations, comme des tremblements de terre, des choses comme cela, où on s'aperçoit que les gens réagissent de façon tout à fait différente en fonction, en fin de compte, du contexte géographique dans lequel ils sont et des pratiques sociales. En un mot, on s'aperçoit que, au regard des retours d'expérience que nous avons, il y a deux types de populations. Les populations occidentales qui sont basées vraiment sur l'individuel, et les populations, par exemple, comme le Japon, comme notre pays, la Chine, l'Amérique du Sud, qui sont basées en fin de compte sur le groupe. Et on s'aperçoit que les modes de réaction des populations sont complètement différentes. Si l'on est sur une notion individuelle ou collective. Et là, c'est là où bon, j'avais travaillé aussi, lorsque j'ai travaillé sur la résilience, sur les éléments de Boris Cyrulnik, qui lui dit dans ce cadre-là qu'on ne peut pas rester sur le seul modèle occidental, une cause d'un effet, basé sur l'individualité, mais s'orienter vers des modèles sociaux différents, basés sur le collectif. Parce qu'en réalité, c'est le collectif qui fait l'individualité, et pas le contraire, ce n'est pas l'individualité qui fait le collectif. Donc, comment fait-on pour construire avec cela l'ensemble des points qui permettront d'apporter une plus-value dans le cadre
de la résilience. Et je l'ai mis avec le terme de comment construire quelque part une culture de la résilience. Et pour ce faire, un chercheur, notamment sur le retour d'expérience d'inondation en Algérie, de mémoire, donc à Gayala, je crois, de mémoire, hein, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, a montré, à Gardaïa exactement, voilà, a montré qu'il y avait 3 points particuliers concernant, en fin de compte, la résilience lorsque il y avait eu des opérations en Algérie. Le premier, c'est la religion qui avait beaucoup servi de totem pour faire de lien entre eux. Bon, étymologiquement, religion veut dire refaire le lien. Donc, c'est cette notion de lien qui était importante. Le deuxième point, c'était le soutien social comme facteur de protection, hein, l'entourage du voisinage. Et le troisième point, c'est la tradition sociale, le partage des rites et des traditions. Et quelque part, on s'aperçoit qu'on retrouve ces éléments-là sur beaucoup de crises, quelles qu'elles soient. Moi, j'aurais voulu avoir, et pour vous exprimer quelques propos aujourd'hui, des retours d'expérience, notamment sur les inondations du sud de la France, mais je ne les ai pas encore. Mais si, je vais vous citer un exemple très simple pour exprimer mon propos. Lorsque vous avez, je dirais, une inondation violente, vous réagissez pas du tout de la même manière. Lorsque les inondations, par exemple, peuvent être lentes et récurrentes, je prendrai l'exemple de la Saône-et-Loire, sur lequel moi j'ai eu une activité professionnelle, où les gens étaient habitués à être inondés tous les ans et donc se préparaient à l'inondation, monter les meubles, etc. Lorsque les gens ne sont pas habitués, ils n'ont pas conscience du danger et donc ils n'ont pas la conscience de la préparation. D'où l'enjeu, quelque part, slide suivant, de construire cette notion de culture de la résilience. C'est pour ça que je vous ai mis sur ce slide-là. La culture de la résilience ne s'invente pas, elle se construit. Mais elle se construit dans le temps et dans l'organisation. Et pour ça, il faut un leadership. Pour moi, le leadership n'est pas une administration, c'est l'élu en réalité qui, lui, est le pilote d'un territoire et qui connaît au mieux son territoire. Nous avions, dans le cadre d'un congrès national des sapeurs-pompiers, notamment avec Monsieur Jean-Paul Kiel, donc préfet honoraire qui a été directeur général de la sécurité civile, nous avons essayé de faire une présentation pour exposer, faire comprendre aux élus quelle est leur place, quel est leur rôle et quel est l'enjeu en fin de compte sur un territoire de l'élu, de sa place et quelle en est la raison. Euh, il a aussi exprimé son retour d'expérience sur un exercice qu'il a monté à Paris qui s'appelait l'exercice Sequana, qui a bien montré comment on construisait la culture de la résilience, une culture partagée, mais qui ne s'invente pas. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il a bien montré que vous pouvez avoir de la résilience dans la résilience, c'est-à-dire que vous pouvez structurer de la résilience au sein des entreprises, au sein des administrations, mais qu'à un moment, il faut un chef d'orchestre global pour mettre en place cette activité, parce que lorsqu'il y a une crise, il y a un avant, il y a un pendant et un après. Nous, sapeurs-pompiers, nous sommes un acteur infime qui est intervenant sur un temps déterminé. Mais globalement, il faut bien se préparer à la crise, se préparer au développement de la crise et surtout préparer la population là-dessus. Euh, et là, on va retrouver les points que je vous disais avant sur l'histoire du territoire. L'élu, lui, peut intervenir donc pour travailler et sur d'abord la compréhension des choses, sur refaire le lien en réalité sur la population, parce que sur un territoire, vous allez avoir une population qui connaît son territoire, et puis une autre population qui ne la connaît pas. Donc c'est lui qui peut, par anticipation, préparation,
Je connais un élu qui l'a fait sur sa commune, mais c'est malheureusement exceptionnel. J'aurais bien aimé que ce soit beaucoup plus fréquent, pour que la population comprenne les enjeux à venir de demain. Tout simplement parce que lorsqu'il y aura crise, notamment dans le cadre de la sécurité civile, il ne faut pas compter sur les services administratifs qui seront pris par d'autres choses. Et donc, il faut bien que les gens construisent non pas leur individualité et leur individualisme, mais le collectif qui leur permettra d'être autonomes sur un territoire et de pouvoir faire des choses que nous ne ferons pas, que nous ne pourrons pas faire, ou que nos collègues d'autres services administratifs ne pourront pas faire, ou que les armées ne feront pas du tout parce que ce n'est pas leur mission et ils n'ont pas le temps. Donc, on est bien obligé de construire cette valeur de groupe et cette valeur collective par ce domaine-là. Donc, il faut bien aussi identifier les limites de la résilience dans les organisations, aussi se préparer pour que ces organisations locales soient pas humano-dépendantes. Ça a été exprimé aussi dans le cadre de mes prédécesseurs dans leurs conférences, qu'en réalité, dans nos domaines, par exemple, de compétences, nous nous entraînons régulièrement à des exercices. Néanmoins, les gens passent et on doit continuer à maintenir une continuité de qualité de service malgré le changement des gens. Et la question se pose même d'un turnover trop court des personnes pour asseoir une dynamique fiable de résilience au sein des services. Donc, il faut aussi préparer les personnes à l'imprévu de manière à ce qu'elles soient beaucoup plus autonomes par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur des territoires, ce qui nous permet en réalité de préparer un vivre ensemble quelque part, qui n'est pas un vivre ensemble théorique, mais un vivre ensemble pratique. Nous sommes dans une région en Bretagne où les gens se disent bonjour, c'est pas le cas de partout, et où des territoires sont capables d'échanger entre eux et ne pas fermer la porte, rester clos et ne pas voir ce qui se passe chez le voisin. Je dirais aussi à ce titre-là qu'il faut travailler sur le triptyque sensibiliser, éduquer, préparer. Sensibiliser, oui, parce que c'est la prise de conscience, c'est le lien à l'échelon du territoire, et aussi c'est le soutien social avec le lien sur le territoire, et travailler aussi sur la tradition pour que les gens qui sont historiquement du territoire transmettent aux autres, en fin de compte, certains points qui permettront de mieux résilier. Ça a été vraiment prégnant là sur l'inondation en Algérie. C'est moins prégnant sur les inondations en France, et c'est un point qui me paraît essentiel. Voilà les éléments que je voulais vous dire. Je dirais que avec ce vivre ensemble, en conclusion, j'aurais plutôt un idéal, c'est plutôt de construire la confiance, notamment par la gestion de ces PC interservices, par ces relations-là, pour la dynamique interne des organisations, qu'elles soient publiques ou privées, hein, de toute façon, ça c'est très clair, et pour l'autonomie et la responsabilité individuelle et collective. Il est évident que c'est ensemble qu'on réussit. Moi, je suis passé d'un modèle, je dirais, empirique et technique à un modèle théorique. Bon, néanmoins, il est essentiel d'impliquer les gens et surtout de faire prendre conscience. La communication peut être un outil majeur dans ces cas-là. En crise, il faut savoir le maîtriser et il faut surtout l'utiliser en post-crise pour préparer la résilience. Hein, la résilience se prépare bien avant la crise et c'est du quotidien. Voilà un peu mon retour d'expérience que je voulais vous lire cet après-midi. Je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup.